Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les pages du milieu. Yo. Alors, salut tout le monde, salut FX. Bonjour Cyril, bonjour FX. Yo, salut les gars, comment ça va? Oh là là, attends, j'ai dit salut FX et c'est Julien qui a répondu, là on va perdre tout le monde. On est complémentaires, c'est pas On grave. est joueurs aujourd'hui. J'ai l'impression que maintenant nos voix peut-être deviennent familières, ils savent reconnaître qui est qui. Ce serait quand même magnifique. Enfin, on espère en tout cas que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Comme d'habitude, on vous rappelle, si vous avez aimé l'épisode, que vous pouvez noter l'épisode sur la plateforme où vous l'écoutez. On vous rappelle aussi qu'on a ouvert un Tipeee et on en profite évidemment pour remercier vraiment chaleureusement nos généreux tipeurs. Vraiment, ça nous fait une aide très grande et c'est vraiment super. Alors merci à tous. Oui, on vous prie d'ailleurs de nous excuser, ceux qui nous font des tips, surtout les plus récents. En fait, on essaye de pas mal enregistrer des épisodes à la chaîne, parce qu'on a une période assez intense niveau boulot. Et du coup, il se peut que vous nous donniez un tip et qu'on ne vous remercie que 2 épisodes après. Nous, on les voit, on les reçoit et on est très contents et on vous remercie énormément, mais il se peut du coup que les remerciements soient un peu différés. On vous prie de nous en excuser. Voilà. En tout cas, la semaine dernière, qui était le jour de Pâques, nous avions assisté à la résurrection de Jésus, de Gandalf le Blanc, revenu d'entre les morts pour accomplir sa mission. Et aujourd'hui, nous découvrons enfin Edoras, la demeure des rois de la marche. Et il y a urgence, les amis. En effet, nous allons nous rendre au cœur du Rohan pour tenter de convaincre Théoden de mobiliser ses armées afin de repousser une menace grandissante venant de l'ouest, mêlant créatures hybrides, immondes créations de Saruman, et hommes de Dunland excités par d'innombrables querelles ancestrales. Mais le vieux roi sera-t-il encore capable de nous entendre ? On raconte que son esprit est embrouillé et que ses conseillers le mènent vers l'EHPAD. Rumeur ou vérité ? C'est ce que nous allons voir. Mais en tout cas, c'est un nouveau peuple que nous allons découvrir, un peuple fier, courageux et cavalier. Alors accrochez-vous bien à vos brides et galopons vers le fameux château d'or de Méduseld. Chapitre 6. Le roi du château d'or. Nos 4 héros poursuivent leur chevauchée au coucher du soleil, durant le lent crépuscule et la nuit tombante. Quand enfin ils font halte, même Aragorn est épuisé. Gandalf ne leur accorde qu'un repos de quelques heures. Legolas et Gimli dorment, Aragorn reste allongé à plat sur le dos, tandis que le magicien se tient debout, appuyé sur son bâton, à regarder dans l'obscurité à l'est et à l'ouest. Tout est silencieux. Ils repartent sous la froide lune, aussi rapide qu'à la lumière du jour. Les heures passent, et ils chevauchent toujours. Azufel et Harod suivent leur guide infatigable sur d'innombrables kilomètres. Pour être plus précis, ils vont en parcourir 250 en une journée. Donc là, j'ai regardé. Si ça vous intéresse, à mesure que nous avançons dans le podcast avec vous, ou au cours de votre lecture, vous pouvez peut-être vous procurer l'Atlas de la Terre du Milieu de Karen Wynne Fonstad. Et en fait, à travers cet atlas, on a vraiment tout l'itinéraire de nos héros, et ce qui permet aussi de réaliser le temps qu'ils prennent et les distances qu'ils parcourent, qui sont, comme on peut le constater, 250 km même à cheval. En une journée, c'est beaucoup. Relativement impressionnant. Ouais, cet atlas il a l'air magnifique, je l'ai pas encore, mais... Ouais, ça va être un beau bouquin. L'aurore se lève claire et brillante, et soudain, Gripoil se tient immobile et hennit. Gandalf pointe le doigt devant eux où se dressent les montagnes du sud, couronnées de blanc et striées de noir. Les herbages se déroulent jusqu'aux collines assemblées à leurs pieds et montent dans de nombreuses vallées qui se glissent jusqu'au cœur des grandes montagnes. Juste devant les voyageurs, le plus large de ces vallons s'ouvre telle une grande crevasse dans les collines. Loin, à l'intérieur, ils aperçoivent la masse d'une montagne avec une seule haute cime. À ses pieds coulait comme un fil d'argent un ruisseau. « Legolas, que voient vos yeux d'elfe ?»« Je vois une rivière blanche qui descend des neiges. Je vois une colline verte, un fossé, un puissant mur et une clôture épineuse. À l'intérieur s'élèvent les toits de maisons et au milieu, édifié sur une terrasse verte, se dresse haut un grand château d'hommes. Et il semble qu'il soit couvert d'or. Sa lumière brille loin sur les environs. Dorés aussi sont les montants de ses portes. Là se tiennent des hommes en mailles brillantes, mais tous les autres dorment encore dans les demeures. Ces demeures s'appellent Edoras, et ce château d'or est Méduseld. C'est là que réside Théoden, fils de Tengel, roi de la marche du Rohan. Nous sommes arrivés avec le lever du jour, mais nous devons aller plus prudemment, car la guerre est ouverte. Ne tirez aucune arme, et ne prononcez pas de paroles hautaines jusqu'à ce que nous soyons arrivés devant Théoden. Le matin est brillant, et les oiseaux chantent à l'approche des voyageurs qui traversent la rivière aperçue par Legolas. La terre est verdoyante dans les prairies humides, et le long des rives herbeuses du cours d'eau croissent de nombreux saules.
Les 4 compagnons se trouvent désormais sur une large piste sillonnée d'ornières menant vers les hautes terres. Au pied de la colline ceinte de murs, le chemin passe à l'ombre de nombreux tertres, hauts et verts. Sur leur face ouest, l'herbe est blanche comme de la neige qui vibrerait au gré du vent. Cela est dû aux petites fleurs qui y poussent. « Ce sont des Simbelmun », explique Gandalf. « On les appelle souvenirs éternels en cette terre des hommes, car elles fleurissent en toute saison et croissent où reposent les hommes morts. Voyez, nous sommes arrivés au grand tombeau où dorment les aïeux de Théoden. » En observant le nombre de tertres qui les entourent, ils en déduisent que le château est érigé depuis pas loin de 16 générations, ce qui correspond à peu près à 500 ans. Pour Legolas, ce n'est qu'un court moment, mais pour les cavaliers de la marche, cela paraît un temps si long que l'édification de cette demeure n'est qu'un souvenir de chanson, et les années antérieures se perdent dans la nuit des temps. Aragorn se met alors à chanter doucement dans une langue lente, inconnue de l'elfe et du nain, mais ils écoutent cependant, car il y a là une puissante harmonie. C'est la langue des Rohirrim, et elle ressemble à ce pays, en partie riche et ondulé, et ailleurs dur et sévère, comme les montagnes. En langage commun, cela donne à peu près ceci. Où sont maintenant le cheval et le cavalier? Où est le corps qui sonnait? Où sont le haume et le haubert et les brillants chevaux flottants? Où sont la main sur la corde de la harpe et le grand feu rougeoyant? Où sont le printemps et la moisson et le blé haut croissant? Ils ont passé comme la pluie sur la montagne, comme un vent dans les prairies. Les jours sont descendus à l'ouest dans l'ombre derrière les collines. Qui recueillera la fumée du bois mort brûlant? Ou verra les années fugitives de la mer revenant? Alors ceci, ce sont les vers d'un poète oublié du Rohan, qui rappelle Éorle le jeune. Alors Éorle, qui est-il, ce fameux Éorle? On va en entendre souvent parler dans les chapitres suivants, c'est une des figures les plus emblématiques du Rohan. Eh bien Éorle, ce n'est ni plus ni moins que le premier roi du Rohan. Sa légende commence lorsqu'il est enfant, 500 ans environ avant les événements que nous sommes en train de traverser. Son père est un seigneur des Cavaliers du Nord, que l'on appelait Léothéod, ce qui deviendra par la suite le peuple du Rohan, et son père, il tente de dresser le cheval sauvage Félarof, et il en meurt. Ce faisant, Éorle, son fils, devient seigneur des Léothéodes, apprivoise le cheval et venge son père en maudissant sa monture, condamné à le porter jusqu'à la fin de sa vie. Ce cheval, Félarof, c'est le premier des Méharas, une race de chevaux supérieure à la longévité égale à celle des hommes. Des années plus tard, Éorle vient en aide au Gondor lors de la bataille du champ du Célébran. Et en remerciement, le Gondor lui offre les plaines du Calénardon, qui deviendra le Rohan. Lors de cette cérémonie qui a lieu devant la tombe d'Elendil, Éorle prête alors ce qui est connu comme le serment d'Éorle, à savoir que le Rohan sera toujours l'allié du Gondor et l'aidera quand ce dernier en fera la demande. Bon, ça c'est un serment qui nous sera peut-être utile dans la guerre à venir. Tout à fait. Les deux royaumes mettent alors en place le système des feux d'alarme, que nous retrouverons peut-être par la suite également. Aussi. Éorle meurt à l'âge de 60 ans au combat contre des Orientaux. Et d'ailleurs, pour rajouter une petite précision par rapport à ce moment et à la chanson d'Aragorn, parce que je vais, après, dans ma partie, je viendrai plus en détail sur l'histoire du Rohan. Mais alors, là, je peux en profiter pour juste placer cela, c'est que le Rohan, donc la création de Tolkien, est évidemment extrêmement inspiré du peuple anglo-saxon, bien que même lui-même dans un appendice d'un des livres de l'histoire de la Terre du Milieu dit qu'il ne faut pas trop faire le lien entre les anglo-saxons et le Rohan. En même temps, la plupart des historiens de Tolkien font le lien parce qu'il est évident, et d'ailleurs on peut le voir dans ce moment-là, c'est très visible. Parce que le moment que tu viens de compter, en fait, Legolas dit une phrase en apercevant le château de Méduseld. Il dit cette phrase, il dit « Sa lumière resplendit au loin sur les terres ». Et en fait, en vieil anglais, ça se dit « Lixt se leoma oferlenda fela ». Et en fait, c'est un vers exact du poème de Beowulf. Ouais, je le sentais venir, évidemment. Ouais. C'est un vers, c'est d'ailleurs très exactement la traduction directe du vers 311 du poème de Beowulf, au moment où Beowulf, en fait, aperçoit Éoroth, la grande salle du roi Hrothgar. Donc en fait, il a le Beowulf décrit de la même manière que Legolas décrit Méduseld ce magnifique palais. Donc c'est vraiment, voilà, l'inspiration est clairement visible. Et alors, par rapport à la chanson que tu viens de lire, enfin en tout cas le poème plutôt qu'Aragorn interprète, en fait, ça c'est carrément inspiré d'un autre poème en vieil anglais aussi, qui s'appelle The Wanderer. Donc c'est vraiment un vrai poème qui existe anglo-saxon. Et voilà, donc
on peut vraiment voir le lien précis entre les deux. D'ailleurs, la langue des Rohirrim est du vieil anglais, tout simplement. Ah, oui, ok. Donc comme je le disais, Eorl décède à 60 ans au combat face à des impériaux, et il est enterré... Des orientaux. Des impériaux, oui. C'est parce qu'on parlait de Star Wars en off, donc c'est resté. Non, face à des orientaux, et il est enterré avec son cheval Felarof, et c'est son fils, Brego, qui fera bâtir le château d'or de Méduseld, auquel nous arrivons maintenant, et qui fera d'Edoras la capitale du Rohan. Alors, juste petite anecdote, on l'appelait Eorl le Jeune, car il fut roi jeune, vu que son père est mort lorsqu'il avait 16 ans, et aussi parce qu'il garda sa crinière blonde jusqu'à la fin de sa vie. Du coup, il avait toujours l'air extrêmement jeune. Oh. Et aussi, petite info, le cri de guerre Forth Eorlingas, que l'on peut entendre dans la version originale des films ou dans le livre. Et non pas Fort Eorlingas. Exactement. Ça a été traduit en français par pour Eorlingas, parce que c'est ce qui s'en rapproche le plus. Mais ça se traduirait plus justement par en avant Rohirrim, car c'est ainsi qu'ils peuvent s'appeler entre eux Eorlingas, descendants d'Eorl. Ouais, c'est comme ça dans le livre, hein, plusieurs Oui, reprises. c'est fort. Ouais, ouais. TH. Oui, mais en français aussi. En avant. Ah oui. En avant. Ah, ok. Ah, bah En tout cas, voilà. ce sera dit plus tard. C'est la traduction des films alors qui est... Possible. J'imagine Ouais. pour que tu vas garder le lip sync des lèvres et que ça Ouais, fasse ouais, plus... Mhm. Oui, à mon avis. Sur ces mots, les voyageurs dépassent les tertres silencieux, suivent le chemin en lacet qui grimpe les collines et finissent par arriver aux larges murs et aux portes balayées par le vent d'Edoras. Alors là, je me souvenais dans les appendices des films, le château d'Edoras, il a été construit sur une vraie colline qui se Ouais, trouve en tout à fait. Nouvelle-Zélande, qui s'appelle le mont Sunday. C'est à 3 heures à l'ouest de Christchurch. Et je me souviens de cette information parce que déjà dans le livre, ils disent que c'est venteux. Et en fait, dans la réalité également, parce que le mont sur lequel ils ont tourné, lors du tournage, c'était assez compliqué. Parce qu'ils avaient des pointes de vent parfois qui allaient jusqu'à 120 km/h. Ouais. Donc Pour la c'est- prise de son, pour la prise de son, c'était pas évident. Et ça se trouve à 611 mètres de haut, comme ça donne une idée. Pour nous, Belges, c'est extrêmement haut. C'est presque aussi haut que le point le plus haut de la Belgique. Signal de Botrange, c'est quoi? C'est 840, je crois, 850. Arrête de nous humilier comme ça. Je crois que Bon. on est à 750, le point le plus haut chez nous. Ah, encore moins. Pff. Mais je dis ça, c'est un vieux souvenir. Mais n'empêche, on a quand même les meilleurs cyclistes du monde, donc voilà. Baraque Ça veut rien Fréture, dire. c'est un des points les plus hauts, avec peut-être une très bonne baraque de friture. Qui sait? Quoi? Baraque Fréture. C'est le nom qu'on donne. Baraque Fréture, c'est le deuxième point le plus haut de Belgique. Ah. Et du coup, c'est toujours le moyen mémotechnique D'accord. quand t'es petit. Tu te dis, il y a peut-être une baraque de frites là-bas. Fais bien de préciser pour nos amis français. Bon, ils connaissent certainement. Oui. Là sont assis de nombreux hommes en mailles brillantes qui se dressent aussitôt pour leur barrer la route avec leurs lances. Dans leur langue, celle des Rohirrim, ils interpellent ces nouveaux venus. « Halte, étrangers, ici inconnus, qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» Dans leurs yeux se lit un étonnement dénué de bienveillance, et ils jettent des regards sombres à Gandalf qui leur répond dans la même langue. « Je comprends bien votre discours, peu d'étrangers en sont pourtant capables. Pourquoi donc, si vous désirez une réponse, ne parlez-vous pas en langage commun, comme il est d'usage dans l'Ouest ? C'est la volonté de Théoden que nul ne franchisse ses portes, hormis ceux qui connaissent notre langue et sont nos amis, répliqua l'un des gardes. Ne sont les bienvenus en temps de guerre que ceux de chez nous et ceux qui viennent de Munburg au pays du Gondor. Qui êtes-vous ainsi bizarrement vêtus et montant des chevaux semblables aux nôtres? Voilà longtemps que nous montons la garde ici, et nous vous avons observé de loin. Jamais nous n'avons vu d'autres cavaliers aussi étranges, ni de cheval plus fier que l'un de ceux-ci qui vous porte. C'est l'un des Méharas, si nos yeux ne sont abusés par quelque sortilège. Ne seriez-vous pas un magicien d'ailleurs? Quelque espion de Saruman ou des fantasmes nés de ses artifices? Allez, parlez maintenant, faites vite. Nous ne sommes pas des fantasmes, dit Aragorn, et vos yeux ne vous abusent point, car en fait, ce sont de vos propres chevaux que nous montons, comme vous le saviez bien avant même de poser la question, je pense. Mais il est bien rare qu'un voleur revienne à l'écurie. Ce sont les chevaux prêtés par Éomer que nous ramenons, conformément à notre promesse. Éomer n'est-il donc pas revenu et ne vous a-t-il pas averti de notre venue? Le garde semble soudain très embarrassé. D'Éomer, je n'ai rien à dire. Si ce n'est que ce que vous me dites semble vrai, sans nul doute, Théoden en aura entendu parler. Peut-être votre venue n'était-elle pas tout à fait inattendue. Il y a 2 nuits, Grima, langue de serpent, est venu nous dire que par la volonté de Théoden, nul étranger ne devait franchir les portes. Langue de serpent. Il suffit. Ce n'est pas auprès de langue de serpent, mais du seigneur de la marche en personne que j'ai affaire. Je suis pressé. Dites au roi que Gandalf souhaite s'entretenir avec lui urgemment. Il est accompagné par Aragorn, fils d'Arathorn, Legolas du royaume sylvestre et Gimli, fils de Glóin. Le garde s'en va rapidement et revient au bout d'un moment. Théoden vous permet d'entrer. Les portes s'ouvrent alors. Les voyageurs entrent, marchant derrière leur guide. Ils suivent la large allée,
pavée des pierres taillées qui serpentent jusqu'au sommet de la colline, sur laquelle se trouve, sur une haute plateforme, la demeure du roi. Ce faisant, il passe devant de nombreuses maisons de bois et de nombreuses portes sombres. Comme l'aurait dit Ghibli, « C'est plus gai dans un cimetière !» De nombreux gardes sont en poste sur l'escalier menant au château d'or. Leurs chevelures dorées en tresse sur leurs épaules, le soleil blasonné sur leurs boucliers verts, leurs longs corselets magnifiquement brunis, ils paraissent plus grands que des hommes mortels. Mais je voudrais juste revenir par rapport à ça et à la phrase de Ghibli qu'il dit dans les films. Mais en fait, tout cet aspect un peu décrépit qui est vraiment mis en avant dans les films, un peu la déchéance du royaume de Gondor, elle n'est pas vraiment évoquée dans les... du Rohan, excusez-moi. Elle n'est pas vraiment évoquée dans les livres. D'ailleurs, vous allez voir les événements qui se passeront au gouffre de Helm. Après, il n'est jamais question qu'il ne soit pas assez ou qu'ils aient besoin de renfort. C'est vraiment... Enfin, un petit peu, mais c'est pas vraiment le centre de leurs préoccupations. Ils ont encore des guerriers fiers, valeureux... Voilà, simplement il y a un problème avec le roi, on va le voir, mais c'est pas aussi marqué que ce qu'on peut voir dans les films, quoi. Oui, dans le film, ils ont vraiment voulu faire une intrigue là-dessus pour ficeler le deuxième film. Le troisième, c'est le Gondor. Le deuxième, ça doit être le Rohan. Et il faut que le Rohan soit en difficulté pour, mais de manière pour arriver à ce climax où le gouffre de Helm est sauvé par Gandalf. Sinon, il a fallu dramatiser un petit peu la situation pour le film, quoi. Mais de manière globale, j'ai l'impression que dans le film, ils ont voulu rendre les peuples hommes beaucoup moins impressionnants et vivants que dans les livres, pour ne pas devoir montrer trop, j'ai l'impression, parce que on l'avait déjà évoqué, mais dans le film on voit surtout Minas Tirith, on a l'impression qu'il n'y a que cela du Gondor, alors qu'en fait le Gondor, il y a beaucoup d'autres villes, et un peu beaucoup plus grand et large, et même le Gondor, on a l'impression qu'il est enfin que c'est vraiment décrépitude, tout est un peu en décrépitude en fin de vie. La fin d'une époque, alors qu'en vrai ils sont... Normalement c'est la fin des elfes, effectivement, mais c'est le début de l'âge des hommes, ce qui s'en suivra. En tout cas ils sont pas dans la position la plus puissante, ils ont quand même été bien auparavant. Mais on l'aura aussi dans le livre 3, cette arrivée de tous les autres seigneurs. On voit qu'il y a quand même pas mal de villes. Alors à chaque fois, il y a cette réflexion, mince, on attendait plus d'hommes. Mais il y a quand même beaucoup d'hommes qui viennent. Il y a des vivres, on va le voir ici plus tard aussi. Il y a beaucoup de vivres qui ont été récupérés au gouffre de Helm. Il y a beaucoup d'hommes. Et il y a d'autres seigneurs aussi. Il y a d'autres seigneurs dont on parlera. Il n'y a pas que Théoden, ouais. Parce que c'est vrai que dans le film, on voit que Théoden qui contrôle son armée, mais en fait, il y a le système du de Rohan féodalité est beaucoup plus proche de la réalité, en fait, avec tous ces vassaux qui sont un peu dispersés, qui rejoignent... Donc il y a vraiment des villes, différents villages qui ont leurs seigneurs, leur armée. Théodred avait son armée à lui aussi. Théodred, donc son fils. Mais oui, du coup, il y a dans les films cette nécessité d'amenuiser un peu les forces pour que ça ait l'air peut-être plus... De les montrer dans une situation désespérée. Mais en fait, quand vous l'avez dit, on en a déjà parlé de ça, mais je pense que le fait que Tolkien ne voulait pas en faire quelque chose d'action, des livres d'action, ici, comme on le voit, les batailles ne sont pas vraiment la priorité, quand on passe assez vite dessus. Et donc, le fait que le Rohan n'est pas en énorme... position de faiblesse n'a pas trop d'incidence parce qu'en fait là juste on voit le Rohan qui se déplace, puis ils font une bataille et puis voilà quoi. Alors que dans les films la bataille a beaucoup plus d'importance. T'as besoin d'une résolution climactique, donc t'as besoin de certains personnages qui devraient arriver au dernier moment. Après, voilà. Il y a un petit peu de cela, on verra dans Gouffre de Helm la semaine prochaine, mais c'est vrai que c'est pas aussi marqué. On passe différemment sur toutes ces histoires et donc on a moins besoin de ce côté dramatique parce que ça ne reste jamais qu'un ou deux chapitres du livre en final et pas toute la fin d'un film, quoi. Mais effectivement, comme tu le dis, ils n'ont pas l'air d'être si loin de leur prime comme ils sont décrits. Non. Et surtout qu'effectivement, un peu à la manière de certains personnages tels Boromir ou Aragorn, ce qui arrive à plusieurs moments, on les décrit quand même presque comme des surhommes. Il y a quelque chose qui émane d'eux, de puissant, de magique ou d'illustre en tout cas. On sent qu'ils viennent d'ancêtres assez nobles. Et je vais revenir juste une dernière fois sur un truc, mais c'est comme par exemple quand on parle des rangers des rangers du sud, c'est-à-dire toute la compagnie de Faramir. C'est vrai que je m'en étais pas rendu compte, mais on les a, en cherchant un peu sur le net, on les compare très fort aux rangers du nord, et c'est-à-dire à la compagnie grise et d'Aragorn, qui sont Numénoriens par essence et qui sont bénis d'une longue vie. Et donc quand on a fait le parallèle, j'ai fait oui, c'est vrai, en fait les rangers du sud de l'Ithilien, je crois qu'on les appelle, sont en fait probablement aussi comme Faramir et Boromir, ont une prestance et potentiellement aussi vivent plus longtemps que juste un Gondorien classique ou quoi. Enfin, il y en a peut-être qui ont encore aussi des descendances comme les Dunedains du Nord au final, quoi. Donc il y a tous ces petits détails là
que j'aime bien percevoir en faisant un peu de recherche. En tout cas, pour vous auditeurs, retenez bien que voilà, le roman qu'on rencontre maintenant dans le livre est beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus en pleine forme. Riche en fait. Il faut avouer aussi que dans le troisième livre, dans le troisième film, quand les Rohirrim se rassemblent, là, et quand ils sont tous là, on voit quand même la puissance. Bien sûr. Leur guide fait demi-tour et redescend vivement la route pour les laisser auprès d'un garde de plus haut rang. « Je suis l'huissier de Théoden, je m'appelle Hama. Vous ne pouvez voir le roi ainsi armé, Gandalf Maison Grise. » Sans scier, Legolas remet alors entre ses mains son poignard à manche d'argent, son carquois et son arc. Mais pour Aragorn, c'est un peu plus difficile. Je ne souhaite pas me séparer d'Anduril et encore moins la confier aux mains d'un autre. Tout en lui barrant le chemin, Hama ne se laisse pas démonter. « C'est ici la demeure de Théoden, non la vôtre. » C'est vrai, et je me plierai à la volonté du maître de la maison. Fût-ce simplement une chaumière de bûcheron, si je portais en ce moment toute autre épée qu'Anduril, flamme de l'Ouest et épée de l'héritier d'Elendil. Quel que soit le nom de votre épée, vous la déposerez ici, si vous ne voulez pas vous battre seul contre tous les hommes des deux races. Pas seul, dit Gimli, pas seul. Gandalf intervient alors. Allons, nous sommes tous amis ici. Ou nous devrions l'être, car le seul résultat, si nous nous querellons, sera le rire du Mordor. Ma mission est urgente. Voici du moins mon épée, maître Hama. Gardez-la bien, et laissez-moi passer à présent. Venez, Aragorn. Aragorn déboucle lentement sa ceinture et pose lui-même son épée debout contre le mur. Je la mets là, et je vous ordonne de n'y point toucher, ni de permettre à quiconque d'y porter la main. Dans ce four elfique se trouve la lame qui fut brisée et qui a été refaite. La mort s'abattra sur quiconque tire l'épée d'Elendil, hormis son héritier. Le garde fait un pas en arrière et regarde Aragorn avec étonnement. « Il en sera comme vous l'ordonnez, Seigneur. » Suivant. Eh bien, dit Gimli, si elle a Anduril pour compagne, ma hache peut rester là aussi sans honte. Allez, maintenant, allons voir votre maître. Le garde hésite cependant encore. Votre bâton. Oh, vous n'allez pas priver un vieillard de son appui, Aragorn rit à mesure que le doute d'Hama s'intensifie, mais il finit par trancher. Le bâton entre les mains d'un magicien peut être plus qu'un simple soutien pour la vieillesse, mais je crois que vous êtes des amis et des gens qui n'ont aucun mauvais dessein. Vous pouvez entrer. Les gardes font alors pivoter les portes en soulevant de lourdes barres. Les voyageurs rentrent. La salle semble sombre et chaude, longue et large. D'imposants piliers soutiennent son haut plafond. De ça et là, de brillants rayons de soleil tombent, tels des colonnes de lumière, de hautes fenêtres nichées sous de profonds avant-toits. Le sol est dallé de pierres de différents tons. Des runes aux multiples branches ainsi que d'étranges emblèmes s'entrelacent aux pieds des voyageurs. Les piliers sont richement sculptés, rehaussés d'un or mat et de couleurs. De nombreuses tapisseries ornent les murs et sur leur vaste canevas s'alignent des figures de légendes anciennes, tantôt pâlies par des années, tantôt gorgées de pénombre. Mais l'un des personnages est éclairé de soleil, un jeune homme sur un cheval blanc. Aragorn fait remarquer qu'il s'agit d'Éorl le jeune, descendant du Nord et qui chevaucha à la bataille du champ de la Célébrante. Mais dis-moi Cyril, c'est qui Éorl? Raconte-moi l'histoire du Rohan. Eh bien voilà, peut-être qu'on va en profiter maintenant qu'on est rentré dans ce magnifique château d'or Méduseld. Donc on peut l'imaginer quand même un château vraiment doré, recouvert d'or et de couleurs. Voilà, un aspect beaucoup plus royal, beaucoup plus magnifique que ce qu'on peut avoir comme représentation dans les films qui semblent un peu décrépits. Et on va s'intéresser donc à l'histoire du Rohan. Histoire pas si longue finalement, surtout lorsqu'on la compare à l'histoire de peuplades elfes, comme j'ai déjà expliqué dans la FAQ, plus particulièrement l'histoire de Gondolin qui s'étend sur des milliers d'années, des centaines d'années. Ici, on est plus sur une histoire d'à peu près 500 ans. Mais, comme tu l'as dit un peu plus tôt, Julien, c'est vrai que pour des hommes, c'est autre chose, ça paraît beaucoup plus long, malgré que Legolas trouve ça un peu ridicule. Mais bon. Voilà, alors, pour s'intéresser à l'histoire du Rohan, il faut s'intéresser à l'histoire et aux traditions des Éotéodes.
Éotéodes, un peu difficile à dire, mais qui est un ancien peuple de la Terre du Milieu. Les Éotéodes, c'est-à-dire le peuple du cheval, qui n'était qu'un petit peuple établi dans le Val d'Anduin, donc en fait un peu plus au nord, l'Anduin qui coupe la partie, en fait qui fait la jonction entre les montagnes de Brume, là où il y a la Moria, et la forêt noire. Donc c'est le fleuve sur lequel ils sont passés plutôt avec la compagnie sur les bateaux. Donc à cet endroit-là, dans ce val-là, vivaient donc les Éotéodes. Et en fait, ce peuple était issu d'un fragment des hommes du Nord. Alors les hommes du Nord, en 2 mots, ce sont des descendants des tout premiers hommes de la Terre du Milieu qui s'étaient déplacés vers l'ouest, vers le Beleriand quand il existait encore déjà. Et en fait, au 2e âge, quand le Beleriand est mort, ils vivent encore dans le nord du pays et ils vont aider le Gondor à plusieurs reprises lors de batailles. Et en fait, plus particulièrement en 1856, le roi Narmassil II de Gondor constitua et prit le commandement d'une puissante armée qu'il conduisit vers le nord dans les plaines du sud de la Forêt Noire à la rencontre d'un ennemi. Et en fait, ces ennemis à l'époque, c'était les redoutables chariotiers, comme est dit dans la nouvelle traduction, mais dans l'ancienne traduction, ce sont les gens du chariot, ce sont simplement des orientaux. Et en fait, les orientaux étaient à ce moment-là engagé, si on veut, par Sauron, et il demandait de vraiment déranger le Gondor, de l'attaquer régulièrement, mais il n'avait fait que quelques petites embuscades par-ci et là, jusqu'en 1856, où ils vont faire une énorme attaque dans le Rovagnon, donc au niveau de la Forêt Noire, et ils vont réussir à percer le Gondor, les Riador, et à rentrer sur les territoires. Et en fait, donc là, le roi Narmassil II va envoyer son armée, va se faire aider par les hommes du Nord, et ils vont en fait perdre la bataille. Donc l'armée gondorienne va quasiment être décimée et complètement exterminée par les gens du chariot. Et la seule raison pour laquelle certains de l'armée ont survécu, c'est grâce aux hommes du Nord qui vont les aider dans leur repli, en fait, tout simplement. À partir de ce moment-là, va se constituer entre eux une relation assez amicale, en tout cas d'alliés. Pour la petite histoire, donc les chariotiers auront pris le nord du Gondor à ce moment-là. Ils vont être repoussés plus tard, je crois en 1944, il me semble, du 3e âge. Donc ils vont être repoussés définitivement, enfin en tout cas du nord du Gondor définitivement par l'armée reconstituée du Gondor. Et donc en fait la défaite du Gondor en 1856, aidée par les hommes du Nord, va quand même bien peser sur les hommes du Nord. Ils vont être vraiment décimés eux aussi, si bien que les Éotéodes vont naître à ce moment-là. Ils vont devenir un peuple à part entière, ils vont se séparer des hommes du Nord. Voilà. Donc en résumé, les hommes du Nord se sont fait décimer à cause d'une guerre avec le Gondor au nord du pays. Les Éotéodes sont nés là à peu près vers 1900 du 3e âge. Tu saurais me dire, Cyril, pourquoi les hommes du chariot? C'était des commerçants à la base ou... C'est le nom en anglais, c'est presque la traduction littérale, les hommes du chariot. C'est des orientaux. Donc voilà, il y a peu d'infos, j'ai trouvé peu d'infos sur eux. Ce qu'on sait, c'est que c'est des orientaux qui étaient encouragés par Sauron pour attaquer le Gondor. Et ils étaient très puissants, leurs guerriers étaient vraiment, vraiment très puissants. Et donc, si bien qu'ils ont failli décimer complètement l'armée du Gondor. Hein. Donc, il faut s'imaginer que c'était une guerre quand même assez vénère. Donc, les Éotéodes naissent donc à peu près à ce moment-là. Ils prennent leur indépendance, en tout cas, vers 1900 du 3e âge. Et dès 1971, ils cherchent un lieu plus spacieux. Juste, peut-être que je peux revenir avant qu'on reprenne. C'est juste que c'était des gens nomades qui se déplaçaient avec des grands chariots. C'est pour ça. Et qui leur servent d'ailleurs de grandes habitations qui regroupaient forment des grands camps fortifiés. Donc voilà, ils vivaient dans des chariots, dans des petites... Voilà. Je sais plus comment on appelle ça, ce que les Roms avaient, les chariots des Roms, on disait des roulottes. Des roulottes, ouais. Ouais. Imaginons, plus ou moins. En tout cas, c'était des guerriers vachement vénères. Malgré leurs roulottes. Ouais. Et donc, je reprends ce que je disais. Donc, dès 1971, sous le règne du roi Eärnil II du Gondor, les Éotéodes, ils vont chercher un lieu plus spacieux dans les plaines du Nord, parce qu'ils commencent à être beaucoup, et le Val de l'Anduin commence à être un peu trop petit pour eux. Ils entament une migration en 1975 du 3e âge, quand ils apprennent en fait la chute du roi sorcier d'Angmar, qui avait mené une guerre en Arnor, donc vraiment à l'ouest des monts brumeux. Il a chuté donc vers 1975, et donc eux, en apprenant ça, ils savent que le nord est plus libre, et donc ils montent vers le nord, et ils vont en fait s'installer vraiment au nord des monts brumeux, près des montagnes grises, dans un petit val là-bas. Et d'ailleurs,
petite anecdote que j'ai trouvée, et vous allez voir qu'on fait des liens pour ceux qui ont écouté la FAQ, parce que ça c'est assez fou. Donc en gros, ils montent vraiment vers le nord, vers les montagnes grises et au-dessus des monts brumeux. Donc vraiment à la jonction entre les montagnes grises, les monts brumeux et la forêt noire. En fait, si vous arrivez à avoir une carte, vous verrez assez vite où est-ce. Et en fait, ils vont se développer à cet endroit-là, malgré que les terres soient pas très fertiles. Et petite anecdote par rapport à ce moment-là, donc c'est vers 2000 du Troisième Âge, ils vont avoir à un moment un roi qui s'appelle Fram, et qui est célèbre pour avoir tué le dragon Skata et récupérer son trésor. Alors Skata, c'était un dragon qui semait la zizanie et la terreur dans ces montagnes au nord, auprès des nains et auprès donc des Éotéodes. Et en fait, Skata, il avait un trésor que donc Fram récupère. Dans ce trésor, il y avait une corne du Rohan, qu'on appellera la corne du Rohan. Et cette corne, elle va être disputée entre les nains et Fram, parce que les nains vont dire que c'est une corne de leur fabrication et ils vont vouloir la prendre. Et Fram va refuser. Il va plutôt leur envoyer un collier fait des dents de Skata, du dragon qu'il venait de tuer. Et ils vont quand même être énervés, ils vont tuer Fram complètement. Okay. Et alors, il y a certains écrits qui disent qu'ils ont repris la corne, mais néanmoins, ils ne l'auraient pas vraiment repris parce que cette corne, on va la retrouver entre les mains d'Éowyn et elle la donnera à Meriadoc Brandebouc pour la bataille des Champs de Pelennor. Okay. Et cette corne, elle va même finir donc dans les bagages de Meriadoc Brandebouc, il la reprendra en comté et il va l'utiliser lors des batailles pour reprendre la comté. Et elle sera aussi, et à part la suite, elle sera tonnée tous les ans à la même date, alors je ne sais plus quelle date, mais pour rappeler peut-être la bataille des Champs de Pelennor, je sais plus. Certainement pour la mort de Théoden. Bon, quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, donc, Fram, vers 2000 du Troisième Âge, donc 1000 ans avant les événements de la guerre de l'anneau, va trouver cette corne et tuer Skata. Et alors, petite anecdote en plus pour Skata, alors ça, c'est vraiment pas très officiel, mais j'ai trouvé cette info et elle m'a fait... je la trouvais intéressante. En fait, les dragons, ils sont nés lors du Premier Âge, au moment où Morgoth, le Dagor Bragolac, où Morgoth a lâché toutes ses armées d'un coup. On l'avait déjà expliqué lors de la FAQ. Il a lâché tous ces dragons, des créatures qu'il avait fait naître en fait dans les confins de la Terre. Et donc, on peut penser que Skata vient du Premier Âge, qu'il est né à cet endroit-là, et qu'il a dû participer de près ou de loin aux batailles du Beleriand. Et, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé de l'histoire de l'épée Glamdring, l'épée de Turgon, roi de Gondolin, et on se demandait, tiens, mais comment est-ce qu'elle est passée de Gondolin du Beleriand jusqu'à des plaines près de la montagne solitaire, donc vraiment à droite des monts brumeux. Eh bien, il y en a qui disent que c'est probablement Skata, qui aurait participé au sac de Gondolin, en détruisant Gondolin, aurait récupéré les armes comme butin, l'aurait ramené dans son trésor à droite des monts brumeux, et au fur et à mesure, en fait ça expliquerait comment ça se fait que l'épée de Glamdring s'est retrouvée à l'ouest dans le Beleriand, jusqu'à droite des monts brumeux. Donc ce serait probablement Skata qui l'aurait ramené. En tout cas, c'est une possibilité, je trouve ça intéressant de faire le lien entre les deux. C'est amusant pour le corps du Rohan qui arrive à Merry par Éowyn. J'avais vu l'information aussi et je voulais la garder pour plus tard. Je trouvais ça je voulais attendre le moment vers la fin du 3 où on allait s'échanger des cadeaux et tu m'as devancé du coup, mais je trouvais ça aussi, quand j'ai vu l'information, je trouvais ça assez incroyable de se dire qu'un corps légendaire comme ça se retrouvait dans le sac de Merry donné par Éowyn et que ça se retrouverait peut-être dans un petit coffre ou dans le musée de la comté. C'est mais donc, un long trajet pour un objet est-ce qu'on sait où il est maintenant, ce corps, 6000 ans après? En tout cas, au dernier nouvelle, il était en comté. Mais d'ailleurs, en parlant de corps, alors encore une petite anecdote, on parlait des Orientaux. Ils avaient des bêtes de guerre, notamment des rhinocéros, des éléphants, et en fait, le corps de Boromir vient de cette ère-là. Okay. C'est un ivoire qui vient d'une de ces bêtes-là. Et il a été légué, c'est un corps vraiment très, très rare. Et d'ailleurs, je me trompe, ce n'est pas par rapport à un rhinocéros, c'est par rapport à un taureau légendaire de là-bas. D'accord. Et on a pris sa corne pour en faire ce corps. Intéressant. Donc ce corps fendu, c'est bien plus que la mort de Boromir, c'est aussi la fin d'une légende. C'est le corps du Gondor, ça a l'air d'avoir beaucoup d'importance. Ils en ont pas tout ça en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Et donc voilà, les Éotéodes s'installent donc dans ces plaines au nord des monts brumeux vers 2000 du Troisième Âge. Et alors il y a une période qui va suivre qu'on appelle la paix vigilante de 2063 à 2460 qui permet aux Éotéodes de prospérer durant près de 400 ans
au nord des monts Brumeux. Sauf que en 1510, le Gondor est menacé par un grand péril. En fait, une puissante armée d'hommes sauvages dévale du Rhovanion et au même moment, une armée d'orques descend des montagnes, devenant ainsi des alliés de circonstance. Il se prête donc une attaque combinée d'hommes et d'orques. Cirion, à ce moment-là intendant du Gondor, à bout de ressources, sollicite l'aide des Éotéodes. Un seul des nombreux messagers qu'il envoie aux Éotéodes parvint à atteindre leur seigneur, Éorl, fils de Léod. Et celui-ci, au nom de l'amitié des deux peuples, constitue un puissant corps de cavalerie d'environ 7000 hommes. Ils partirent au secours du Gondor et débouchèrent sur le champ de la Célébrante au plus fort de la bataille, alors que tout semblait définitivement perdu et permirent que la bataille soit gagnée. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça rappelle une chevauchée épique. Ouais, voilà. Donc, voilà. Avec les violons derrière. Un petit écho. Right now. En tout cas, la bataille des Champs de Pélénor fait effectivement écho à cette bataille qui verra donc Éorl devenir le premier seigneur du Rohan. Donc en reconnaissance de cette intervention, comme tu l'as dit, Cirion concède à Éorl et à son peuple la propriété du Calenardon, et donc le don de Cirion, cet acte est connu sous le nom de don de Cirion, et le serment d'Éorl qui garantit l'assistance du Gondor au Rohan, ainsi et inversement. Les Éotéodes nomment leur nouveau pays la Marche, mais au Gondor, ils les appellent Rohirrim, peuple du Rohan. Donc c'est vraiment le nom gondorien, Rohan, Rohirrim. Et Éorl fut ainsi le dernier seigneur des Éotéodes et le premier roi du Rohan. Alors, le Rohan est une terre fertile et riche, propice à l'agriculture, à l'élevage et au commerce. Cependant, le problème, c'est qu'elle était également habitée, ces terres, par les Dunlandais, un peuple rustique qui conteste la légitimité des Rohirrim sur ces terres. Ça, je vous l'avais déjà dit, il y a un épisode ou deux, je ne sais plus. Et la relation entre les Rohirrim et les Dunlandais sont tumultueuses, fatalement marquées par des conflits et des rivalités territoriales. Donc Éorl le Jeune établit la capitale du Rohan à Edoras, comme on vient de découvrir, là où on se trouve actuellement, et il fait construire le palais royal Méduseld, dans lequel nos héros viennent de rentrer. Il meurt en 2545 du Troisième Âge et son fils Brégo lui succède. Brégo lui poursuit l'œuvre de son père et lutte contre les Dunlandais pour sécuriser les frontières du Rohan. Et son fils Aldor le Vieux est également confronté à ces tensions avec les Dunlandais. Il mène d'ailleurs plusieurs campagnes militaires pour les repousser et consolider les frontières du Rohan. Et c'est alors que vient un certain roi, assez connu, le roi Helm, qui donnera son nom, vous le savez, vous le comprenez, au gouffre de Helm, qui lui est le 9e roi du Rohan, et sous son règne, les conflits avec les Dunlandais s'intensifient. Alors, l'un des facteurs déclencheurs est la rivalité personnelle entre Helm et Wulf, un chef dunlandais ambitieux et revanchard. En effet, en 2754 du Troisième Âge, lors d'un conseil, Freka, un seigneur du Rohan d'ascendance dunlandaise, insulte Helm. Et Helm le tue d'un coup de poing, dont son surnom, Main Marteau. Donc voilà, on l'a dit juste avant, donc en fait le Rohan a une organisation un peu féodale, donc c'est vraiment le seigneur du Rohan, puis ensuite il y a un certain nombre de seigneurs qui lui sont assujettis. Et donc il y a des conseils. Et donc Freka était un de ces seigneurs, mais qui avait une ascendance dunlandaise, donc avait un peu des comment on dit, des griefs. Non, pas des griefs, mais il était un peu le cul entre deux chaises, quoi. Ah oui, voilà, dans ce sens-là. Mais donc il se fait tuer par Helm Marteau d'un coup de poing. Et survient juste après le long hiver de 2758 à 2759, pendant un an. Les Dunlandais profitent de la vulnérabilité du Rohan pour l'envahir. Et Wulf, donc le fils de Freka, c'est ça, le fils de Freka, soutenu par d'autres tribus dunlandaises, parvient à envahir le Rohan et s'emparer du trône du Rohan carrément. Il s'assied sur le trône de Méduseld, voilà, tout simplement. Et Helm est obligé de se réfugier dans la forteresse d'Helm, qui n'est pas appelée comme ça à ce moment-là. C'est possiblement déjà appelée Fort-le-Corps, mais elle sera appelée Gouffre de Helm par la suite parce qu'il va se réfugier pour la première fois à cet endroit-là. En fait, c'est un bastion qui a déjà été récupéré par les hommes du Rohan, mais ça fait partie d'une des nombreuses forteresses qu'il possède. Ça a été construit par le Gondor. Ça a été construit par le Gondor bien avant. Réputé imprenable. Et donc Helm va s'y installer parce qu'il se fait dégager de son trône par Wulf, et il résiste vaillamment aux envahisseurs et acquiert une réputation légendaire pour sa ténacité et ses exploits au combat. Il est dit d'ailleurs qu'il sortait durant les nuits enneigées pour tuer les ennemis de ses propres mains, donnant naissance à la légende de l'ombre
l'ombre du roi. Voilà. J'ai jamais vu un mec distribuer autant de pain. Vous allez vous aimer, bordel de merde. Il valait beaucoup d'hommes dans la défense du fort par la seule épouvante qu'il inspirait. On pensait que tant qu'il n'était pas armé, nulle arme ne pouvait l'atteindre. Donc voilà, on peut imaginer quand même la carrure de ce type. C'est vraiment l'image du berserk nordique, qui peut presque se transformer en animal et qui n'a pas besoin d'armes. Et donc le siège de la forteresse d'Helm dure tout l'hiver, et Wulf, pendant ce temps, il règne sur le Rohan avec l'aide des Dunelandais. Et pendant cette période, le peuple du Rohan souffre de la famine et de la cruauté de Wulf et de ses alliés. La situation est d'autant plus désespérée que le long hiver a détruit les récoltes et affaibli les défenses du royaume. Mais en 2759 du Troisième Âge, la fin de l'hiver marque un tournant décisif dans la guerre entre Helm et Wulf. Une nuit, Helm ne revient pas. On le trouve le matin debout, mort, dur comme le rocher, et nul ennemi n'osait s'en approcher. En fait, il est mort de froid et d'épuisement, parce qu'il est parti toute la nuit et essayer de marave des gens comme ça à plein nuit. Voilà. Mais cependant, son neveu, Frealaf, caché parmi les survivants de Helm, se révolte et parvient à tuer Wulf, reprenant ainsi le trône. Enfin. Et donc avec l'aide du Gondor, Frealaf et les Rohirrim repoussent les Dunelandais hors du Rohan en 2759, restaurant la paix et la souveraineté du royaume. Il était temps. Toutefois, les tensions et les hostilités entre les deux peuples persistent au fil des siècles, et ça on le voit bien parce que 200 ans plus tard, vers le 3000 du Troisième Âge, là où on narre les événements, et bien effectivement Saruman remet un petit coup dans le tas en essayant de tirer sur ces rivalités pour avoir les hommes sauvages de son côté, enfin les Dunelandais de son côté. Donc voilà, donc les événements que je viens de vous narrer, donc ça se passe vraiment à peu près 200 ans avant, hein, donc c'est vraiment assez récent au final. Ouais. Et c'est peut-être à ça que fait référence cette fameuse phrase de Théoden qui dit « Où était le Gondor quand l'Westfold est tombé ?» Parce qu'effectivement, l'Westfold tombe avec l'envahissement des Dunelandais, et effectivement, le Gondor ne vient pas les aider à ce moment-là, mais ils sont en plein hiver. Le Gondor a d'autres chats à fouetter, et c'est un peu la merde, et en fait, ils viendront les aider après. Donc en fait, il n'y a pas cette tension entre le Gondor et le Rohan qui est mise en avant dans les films, elle n'existe pas dans les livres. C'est beaucoup plus fraternel, et ils sont d'ailleurs engagés par un serment d'aide entre les deux. Mais je pense d'ailleurs que cette phrase, dans le film, en tout cas, fait référence à des événements beaucoup plus proches qui sont liés. Oui, dans les films, ça fait référence au fait que leur pays vient de se faire détruire par Saruman. Ouais. Okay. Donc c'est une espèce d'invention. D'accord. Enfin, en tout cas, une exagération des événements qui se passent à ce moment-là, quoi. Petite question, on avait parlé dans un ancien épisode, je ne sais plus dire lequel, on avait fait mention en tout cas d'un de ces rois du Rohan qui était parti sur le chemin des morts et qui n'en était jamais revenu. Non. Ou alors c'est moi qui avais déjà vu cette information, en tout cas en regardant justement la lignée des rois du Rohan. Il y a un de ces rois justement, je pense que c'était le fils de Brégo, je crois. Oui, tout à fait. Qui a été cherché. Je ne l'ai pas mis dans l'histoire, mais effectivement. C'est anecdotique. C'est vraiment une anecdote. Oui, effectivement, il y a un des dans les premiers rois du Rohan qu'on n'a jamais revu. Qui s'est aventuré, qui avait entendu parler de cette légende du chemin des morts, qui s'y était aventuré en dépit des avertissements de ses proches. Et il avait dit qu'il allait essayer de braver ce chemin et d'en revenir victorieux. Il y a été, et il n'en est jamais revenu, personne ne l'a retrouvé. Mais, par contre, peut-être que dans un chapitre futur, nos compagnons vont tomber sur ce qu'il serait advenu de ce personnage. Je crois que je vois très bien de quoi tu parles. Oh là là, mais le teasing, les gens ne vont plus en pouvoir. La suite dans 15 chapitres. Ouais. Mais, donc voilà, voilà en gros l'histoire du Rohan. Donc vraiment, ces Éotéodes qui sont descendus du Nord, qui ont créé ce peuple. Donc 500 ans, un peu plus de 500 ans d'histoire, quand même assez riche, surtout pour les hommes. Enfin, il faut s'imaginer, pour nous, il y a 500 ans, on était en 1500, c'était en plein Moyen-Âge. On mangeait des pierres il y a 500 ans. Non, mais voilà, c'est aussi loin pour eux que nous, est aussi loin cette période-là de notre vie, donc, de notre histoire. Donc c'est vrai que c'est assez loin. Voilà, mais donc vous allez voir, on va beaucoup parler de Éorl durant les chapitres qui arrivent et aussi de Helm, fatalement, qui va arriver très très vite. Comme ça, vous saurez un peu qui c'est. Et donc voilà, je vais revenir donc à l'histoire qui nous intéresse. On retrouve donc notre compagnie qui vient de rentrer dans Miduzeld et qui admirait ces magnifiques fresques reprenant l'histoire de ces héros que je viens de vous conter. On pourrait presque croire que tout cela était une sorte d'aparté qu'il s'est passé dans leur tête. Juste en voyant la peinture de Éorl, Aragorn s'est souvenu de toutes ses leçons à Foncombe et de sa voisine de classe Arwen qui lui faisait de l'œil alors qu'elle avait 2000 ans de plus que lui. Oui, c'est charmant. Voilà, cougar avant l'heure, Arwen. Enfin, elle était quand même vachement bien conservée. Alors...
Les 4 compagnons s'avancent dans la clarté du feu de bois qui flambe sur le long âtre au centre de la salle. Tout au fond, faisant face au nord, s'élève un grand fauteuil doré posé sur une estrade précédée de 3 marches. Un homme y est assis. Il est courbé, presque comme si l'âge l'avait transformé en nain. Sur son front, on distingue un mince cercle d'or au centre duquel brille un unique diamant blanc. Sa barbe s'étend comme un manteau de neige sur ses genoux, mais ses yeux brillent encore d'un vif éclat. Derrière son siège se tient une femme vêtue de blanc, et à ses pieds est assis un homme d'aspect rabougri, au visage pâle et aux paupières épaisses, et comme dirait Julien, aux mains douces. Des mains de velours. Des mains de velours. De velours. Il y a un silence, et enfin Gandalf parle. « Salut, Théoden, fils de Tengel. Je suis de retour. La tempête approche, et tous ceux qui sont amis doivent maintenant s'unir ou périr chacun de son côté. » Le vieillard se lève avec lenteur, lourdement appuyé sur un court bâton noir garni d'une poignée d'os blancs. « Je vous salue, dit-il, et peut-être espérez-vous des mots de bienvenue. Mais à la vérité, je doute que votre venue soit heureuse, maître Gandalf. Vous avez toujours été un oiseau d'infortune. Les malheurs vous suivent comme autant de corbeaux, et de plus en plus ne font qu'empirer. Je ne vous mentirai pas. J'ai ouï dire que Gripoil était revenu sans cavalier, et je me suis réjoui du retour du coursier, mais encore plus de l'absence du cavalier. Et quand Éomer est rentré avec des nouvelles, disant que vous aviez enfin rejoint le long séjour des morts, je ne vous ai pas pleuré. Mais qui vient de loin apporte rarement la vérité. Vous voilà revenu, porteur de maux encore plus graves qu'avant. Comme on pouvait s'y attendre. Pourquoi vous souhaiterais-je la bienvenue, Gandalf, corbeau de tourmente? Je vous prie de me le dire. Lentement, il se rassied dans son fauteuil. « Vos paroles sont justes, sire, » dit l'homme au teint livide assis sur les marches de l'estrade. « Il ne s'est pas passé 5 jours depuis la terrible nouvelle de la mort de votre fils, Théodred. En Éomer, on ne peut avoir foi. Il resterait peu d'hommes pour garder vos murs si la direction du pays lui avait été confiée. Et du Gondor, nous apprenons à l'instant que le seigneur sombre se meut dans l'Est. C'est en pareille heure que ce vagabond choisit de se représenter à nous. Pourquoi devrions-nous en effet vous souhaiter la bienvenue, maître corbeau de tourmente? Je vous nomme Lathspel. Mauvaise nouvelle. Et les mauvaises nouvelles font les mauvais hôtes, dit-on. » Il eut un rire sinistre, levant un moment ses lourdes paupières pour observer les étrangers avec des yeux sombres. Gandalf se défend calmement. Tous les porteurs de mauvaises nouvelles ne sont pas de la même eau. Il y en a de ceux qui viennent seulement apporter de l'aide quand le besoin s'en fait sentir. Mais Grima réplique. Quelle aide avez-vous jamais apportée, corbeau de tourmente? Et quelle aide apporterez-vous maintenant? C'est notre aide, plutôt que vous cherchiez la dernière fois que vous êtes venu ici. Il rappelle cette dernière fois où Théoden avait permis à Gandalf de prendre le cheval qui lui plairait, et ce dernier avait eu, d'après Grima, l'insolence de choisir Gripoil, ce qui, soi-disant, avait fort affligé Théoden. J'ai bien peur que ce ne soit de nouveau la même chose cette fois-ci. Vous demanderez de l'aide plutôt que d'en offrir. Amenez-vous des hommes? Apporterez-vous des chevaux, des lames, des lances? Voilà ce que j'appelle de l'aide. Voilà ce dont nous avons présentement besoin. Mais qui sont ces gens qui vous suivent comme des chiens? 3 cheminots en loques grises, et vous-même, le plus déguenillé des 4. La courtoisie de votre maison est quelque peu diminuée depuis un certain temps, Théoden, fils de Tengel, dit Gandalf. Le messager qui garde vos murs n'a-t-il pas fait connaître les noms de mes compagnons? Il est rare qu'un seigneur du Rohan ait reçu 3 semblables hôtes. Ils ont laissé les armes à votre porte, dont la valeur dépasse celle de maints hommes mortels, même les plus puissants. Leur vêtement est gris, car ce sont les elfes qui les en ont pourvus. Ainsi, ils ont marché dans l'ombre de graves périls avant de se retrouver dans votre salle. Il est donc vrai que vous êtes complice de la sorcière du bois doré, comme Éomer l'a rapporté, dit Langue de Serpent. Cela n'a rien d'étonnant.
des toiles trompeuses ont toujours été tissées à Duim Morden. Gandalf se met à chantonner. À Duim Morden, en Lothlorien, peu d'hommes jamais se promènent, peu d'entre eux ont vu la lumière qui brille là-bas, longue et claire. Galadriel, Galadriel, l'eau de ta source est blanche et belle, blanche est l'étoile dans ta main, la feuille pure et l'arbre saint. Pays que Lorien on nomme, plus beau que le songe des hommes. Soudain, il rejette sa cape défraîchie, se redresse et parle d'une voix claire et dure. Un sage ne parle que de ce qu'il sait. Grima, fils de Galmlod, tu n'es plus qu'un serpent sans cervelle. Tais-toi donc et garde ta langue fourchue derrière tes dents. Je n'ai pas passé par le feu et la mort pour échanger des mots retors avec un laquais jusqu'au craquement de la foudre. Il lève son bâton. Il y a un roulement de tonnerre. La salle est soudain plongée dans l'obscurité totale. Le feu est réduit à l'état de braise. Seul Gandalf est visible, blanc et haut. « Ne vous ai-je pas conseillé, sire, d'interdire son bâton? Ce sot de Hama nous a trahis !» Il y a un éclair, puis le silence se fait. L'angle de serpent tombe face contre terre. « Maintenant, Théoden, allez-vous m'écouter » dit Gandalf. « Requérez-vous de l'aide ?» Il élève son bâton et le pointe vers une fenêtre haute. À cet endroit, les ténèbres se dissipent et l'on peut voir à travers l'ouverture un carré de ciel éclatant. Gandalf insiste, tout n'est pas sombre. Il faut que Théoden reprenne courage car il ne retrouvera pas meilleure aide. Voilà trop longtemps qu'il est assis dans l'ombre, livré aux récits frelatés et aux incitations sournoises. Il faut qu'il se lève et qu'il sorte pour contempler cette terre. Théoden quitte lentement son fauteuil. Le jour paraît de nouveau faiblement dans la salle. La femme en blanc s'avance près de lui en lui prenant le bras. Ils arrivent aux portes et Gandalf ordonne qu'on les ouvre. Les portes reculent et un air vif s'engouffre dans la salle. Gandalf demande à la femme de laisser Théoden avec lui. « Va, Éowyn, fille de sœur, dit alors le vieux roi. Les jours de crainte sont terminés. » La femme tourne les talons et rentre lentement à l'intérieur. Au moment de passer les portes, se retourne. Ses yeux sont graves et pensifs, tandis qu'elle considère le roi avec une froide pitié. Son visage est fort beau, et sa longue chevelure est telle une rivière dorée. Grande et mince elle est, dans sa robe blanche ceinte d'argent, mais elle paraît forte et dure comme l'acier, une fille de roi. C'est ainsi qu'Aragorn voit Éowyn, dame du Rohan, pour la première fois en pleine lumière, et il la trouve belle, belle et froide, comme une pâle matinée de printemps qui n'eût pas encore été faite femme. Et elle, à ce moment, eut soudain conscience de lui, héritier des rois, grand et sage de mains hivers, vêtu de gris, cachant un pouvoir qu'elle percevait néanmoins. Pendant un moment, elle se tient immobile comme une pierre, puis elle se tourne vivement et disparaît. « Maintenant, sire, dit Gandalf, contemplez votre pays, respirez de nouveau l'air libre. »« Oh, tout n'est pas sombre, ici, dit Théoden. »« Non, dit Gandalf, et l'âge ne pèse pas si lourdement sur vos épaules que certains voudraient vous le faire croire. Défaites-vous de cette béquille. » Le bâton noir tombe de la main du roi, et lentement il se redresse grand et droit. « Mes rêves ont été sombres ces derniers temps, mais je me sens comme un dormeur fraîchement éveillé. Je voudrais à présent que vous soyez venu plus tôt, Gandalf, car je crains que vous n'arriviez déjà trop tard. Vous n'assistez qu'au dernier jour de ma maison. Que pouvons-nous faire ?» Gandalf lui conseille de libérer Éomer, qui l'avait fait emprisonner sous les conseils de Grima. Ensuite, il l'emmène s'asseoir sur un siège de pierre et entreprend de lui expliquer la situation. Le Gondor et le Rohan ne sont pas seuls. La puissance de l'ennemi dépasse leur imagination, mais il y a un espoir qu'ils n'entrevoient pas encore. Gandalf parle secrètement, à voix basse, et nul n'entend ce qu'il a à dire excepté le roi. Mais tandis qu'il parle, le regard de Théoden ne cesse de s'éclairer, et se levant finalement de son siège, il se dresse de toute sa hauteur. Gandalf fait de même, et tous deux, ils contemplent l'Est. Gandalf explique que c'est là que réside leur espoir, mais là aussi où siège leur plus grande crainte. Le destin est encore suspendu à un fil, mais l'espoir subsiste pour peu qu'il demeure encore invaincu un temps. Alors, les autres tournent le regard dans la même direction. Ils scrutent l'horizon. Où est maintenant le porteur de l'anneau? Combien mince est le fil auquel le destin est suspendu? Théoden se rassied lentement et se retourne pour contempler sa grande maison. Maudit soit le sort qui m'a réservé ces jours funestes. Qui vienne au soir de ma vie au lieu de cette paix que j'ai méritée. Hélas, pour Boromir le Brave, les jeunes partent, tandis que les vieux s'attardent et se dessèchent. Vos doigts se rappelleraient plus volontiers leur force d'antan
s'ils agrippaient la poignée d'une épée, dit Gandalf. Théoden cherche alors en vain son épée à sa ceinture. C'est alors qu'une voix claire se fait entendre. « Prenez celle-ci, seigneur bien-aimé. Elle fut toujours à votre service. » C'était Éomer, tenant dans sa main une épée dégainée et s'agenouillant. Il tend la poignée à son suzerain. Il y a un moment de silence, et Théoden garde les yeux baissés sur Éomer, toujours agenouillé devant lui. Aucun des deux ne bouge. « N'allez-vous pas prendre l'épée » dit Gandalf. Théoden tend lentement la main. Tandis que ses doigts se referment sur la poignée, les observateurs eurent l'impression que la fermeté et la force regagnèrent son bras frêle. Tout à coup, il soulève la lame et la fait tournoyer dans l'air, sifflante et étincelante, puis il se met à crier. Sa voix résonne haut et fort, tandis qu'il entonne, dans la langue du Rohan, un appel aux armes. « Debout, cavaliers de Théoden, debout! C'est l'heure des hauts faits. Il fait sombre à l'est, la selle soit montée, le corps soit sonné. Forth et Orlingas, en avant !» Stylé. Stylé. Le moment n'est pas fini, mais rien que là, on peut déjà dire que c'était très classe. C'est stylé. Ça, c'est sûr. Tu nous mettras les violons en post-production, Cyril. Ouais, incroyable. Mais alors, je vais juste revenir 2 secondes là-dessus. C'est ce moment où Gandalf parle à Théoden et lui parle en secret. On ne sait pas ce qu'il se dit. Et bon, visiblement, il lui explique un peu l'histoire de la communauté. Mais je ne suis pas certain qu'il lui explique que Frodon a l'anneau. Je ne pense pas non plus. J'y pensais pendant que tu racontais. Je me disais qu'il devait lui expliquer qu'il y avait une solution pour s'occuper de l'anneau. Ouais. Mais il n'a pas pu dire clairement. On a 2 hobbits, 2 coursiers qui vont détruire l'anneau. Ce serait trop imprudent. Ouais, parce que je pense qu'en plus, plus tard, enfin, on va voir FX ce que tu en dis, mais il me semble que, si je me souviens bien, Gandalf lui dit qu'il y a des choses qu'il ne peut pas complètement lui dire précisément ce qui se passe. Donc je crois pas qu'il lui dit, je pense qu'il lui dit qu'il y a un espoir qui se passe à l'est d'aller détruire Sauron en secret, mais il ne sait pas exactement. Oui, surtout que pour le moment, Grima n'est pas encore parti. Bah oui. Non, mais il lui dit vraiment. Le sort de Grima n'est pas certain en fait. Ouais. Mais Donc, toute cette discussion est vraiment faite en secret. Personne autour, aucun des seigneurs de Théoden n'entend ce qui se dit. Même pas Aragorn et Legolas. Bah justement, toute la réussite de cette mission se base en grande partie sur le secret, donc ils ne pourraient pas le révéler. À part la communauté, personne n'est censé le savoir. Et Elrond, évidemment, et les gens du conseil. Donc nous reprenons après ce cri. Cet appel aux armes. Cet appel aux armes. Magnifique. De Théoden. Les gardes montent l'escalier pensant avoir été demandés. Et lorsqu'ils voient leur maître, ils sortent leurs épées et les déposent à ses pieds. « Donnez-nous vos ordres » crie-t-il. « Où es-tu, Théoden Hall » crie Éomer. Jamais plus les gens d'Edoras ne diront que Gandalf n'apporte que le malheur. Le roi ordonne à Amma d'aller chercher son épée, que Grima garde, et d'ailleurs qu'il l'amène également. Il demande ensuite conseil à Gandalf, qui lui dit qu'il a déjà pris son conseil, en cessant de faire confiance à un homme tortueux et en la plaçant en Éomer. Mais dorénavant, il faut envoyer tout homme capable de se battre et dans un premier temps, détruire la menace de Saruman. S'ils échouent, ils tomberont, et s'ils réussissent, d'autres tâches suivront. Que les femmes, les enfants et les vieillards partent se réfugier dans les montagnes. Théoden accepte le conseil et prépare ses troupes. Mais maintenant, il est temps d'accueillir ses invités comme l'hôte de ce château le ferait. Mais Aragorn n'en a que faire. Il faut que les troupes partent dès maintenant, et lui et sa maigre compagnie les accompagneront. Gandalf et Éomer corroborent les dires du ranger, et le magicien propose à Théoden d'envoyer ses sujets à la place forte de Dunarrow, dans les collines. Alors ça, cette place, en fait, on la connaît, parce qu'ils iront plus tard là-bas. En tout cas, dans les films, c'est cette fameuse place en hauteur, où ils vont se rassembler. Et d'ailleurs, dans les films, c'est là que se trouve l'entrée aussi ouais, c'est ça. L'entrée du chemin des morts. Il va ramener Anduril, qu'en fait, dans les livres, évidemment, Aragorn a déjà. Mais voilà, je vous invite à aller voir les photos sur le net, parce que c'est assez joli. C'est vraiment une énorme place, un énorme plateau en hauteur dans les montagnes. C'est assez stylé. Non, Gandalf, dit le roi. Il n'en sera pas ainsi. Je partirai moi-même en guerre pour tomber sur le front du combat, si cela doit être. Je dormirai mieux ainsi. Alors même la défaite de Rohan restera glorieuse dans les champs, dit Aragorn. Le seigneur de la marche va partir en guerre. En avant, Erlingas ! Gandalf s'inquiète néanmoins de qui pourrait diriger le royaume pendant l'absence du roi,
et ce dernier y réfléchira avant de partir. Derrière lui, l'air craintif entre deux autres hommes, venait Grima, la langue de serpent. Sa figure était très blanche, ses yeux clignaient dans le soleil. Amma mit genou en terre et présenta à Théoden une longue épée dans un fourreau à l'agrafe d'or et incrustée de gemmes vertes. « Voici, seigneur, Erugrim, votre ancienne lame. » Grima la gardait enfermée dans son coffre, et il cria en mensonge. C'est selon lui Théoden lui-même qui lui en avait ordonné la charge. « Et il vous la redemande à présent, dit Théoden. Cela vous déplaît-il ?»« Non, assurément, seigneur, dit Langue de Serpent. Je me soucie de vous et des vôtres du mieux que je le peux. Mais ne vous fatiguez pas, ou ne présumez pas trop de votre force. Laissez à d'autres le soin de disposer de ces hôtes importuns. Votre repas va être servi. Ne voulez-vous pas aller le prendre ?» Théoden va bel et bien prendre son repas et ses invités à ses côtés. Il lance alors l'appel pour que tous les héros des environs soient appelés au combat. Grima argumente que Gandalf l'a ensorcelé et Théoden répond cela à toutes ces chuchotteries qui l'auraient réduit à marcher à quatre pattes. Il l'envoie alors nettoyer la rouille de son épée. « Miséricorde, seigneur !» gémit Langue de Serpent se traînant sur le sol. « Ayez pitié de quelqu'un qui s'est usé à votre service. Ne me renvoyez pas de votre côté. Au moins resterai-je près de vous quand tous les autres seront partis. Oh, ne renvoyez pas votre fidèle Grima. »« Vous avez ma pitié, et je ne vous renvoie pas de mon côté. Je pars moi-même en guerre avec mes hommes. Je vous invite à m'accompagner et à me prouver votre fidélité. » Grima resta planté là, à dévisager ceux qui l'entourent telle une bête pourchassée. Il tente à nouveau d'utiliser ses verbes pour sortir de cette situation et se propose comme intendant de la maison des Orles lors de l'absence du roi à Edoras. Ce qui ne manqua pas de faire rire Éomer, mais Gandalf, lui, voit clair dans son jeu. Chaque intervention de Langue de Serpent n'a pour but que de faire gagner du temps à l'ennemi. « Ah bah, serpent !» dit-il brusquement d'une voix terrible. « À plat ventre ! Depuis combien de temps Saruman t'a-t-il acheté ? Quel a été le prix convenu ? Quand tous les hommes seront morts, tu ramasseras ta part du trésor et tu prendras la femme que tu désires. Il y a déjà trop longtemps que tu la guettes dessous tes paupières et que tu hantes ses pas. » Sur ces mots, Éomer attrape son épée, mais Gandalf le retient. Il ordonne qu'on donne un cheval à cette pauvre bête et qu'on le laisse partir en souvenir du temps où il fut un homme et où il rendit service à sa façon. Théoden corrobore cette proposition, prouver sa fidélité au combat ou fuir. Mais dans ce dernier cas, si leurs routes se recroisent, il sera sans pitié. Langue de Serpent se lève lentement, les yeux plissés, à observer un à un ceux qui l'entourent, avant d'agiter ce bras et d'ouvrir sa bouche pour finalement ne rien dire. Il crache au pied du roi et part en courant. Théoden ordonne qu'on le suive pour qu'il ne blesse personne. Un autre soldat va prendre de l'eau avec son casque pour nettoyer les dalles de la souillure de Grima. Il est maintenant temps de se rafraîchir autant que possible, alors que les corps de guerre font rage dans la ville et que les cris de héros se font entendre. Ils étaient tous à table, Éowyn également, qui mangeait rapidement tandis que le roi interrogeait Gandalf. Il explique comment Grima tomba petit à petit dans la trahison, comment sa tâche fut facile au début, envoyant à Isengard ses secrets via les étrangers qui entraient et sortaient des deux races quand cela était encore le cas, ou comment ses chuchotements empoisonnaient la pensée du roi et affaiblissaient ses membres. Il est heureux qu'Éomer ait défié la parole du roi, qui était sous l'emprise de Grima, sans quoi les orques seraient arrivés à Isengard avec une grande prise, faisant référence aux deux hobbits. Théoden propose alors à Gandalf un présent de sa maison, et Gandalf choisit Gripoil, d'autant plus qu'ils partagent déjà un lien d'amitié. Pour les autres, le roi propose des côtes de mailles et des aumes d'une grande beauté, souvent fabriquées par le Gondor pour les ancêtres du roi. Aragorn et Legolas sont alors revêtus de mailles brillantes, de aumes, de boucliers ronds dont les ombons sont sertis d'or et de pierres précieuses. Alors les ombons, il s'agit de la petite partie métallique qu'on va positionner au centre des boucliers, que ce soit justement dans ce qui est plutôt la culture scandinave et viking, mais aussi dans la culture gauloise, etc. Donc si vous allez voir des photos, c'était pour protéger la main qui pouvait accrocher quelque chose. Enfin, qui pouvait du coup accrocher au centre du bouclier. Gandalf ne prit pas d'armure et Gimli n'en avait pas besoin, mais prit un couvre-chef de fer et de cuir à sa taille, ainsi qu'un petit bouclier. Celui-ci portait le cheval courant, blanc sur fond vert, emblème de la maison des Orles. « Qu'il vous protège bien, dit Théoden. Il fut fait pour moi du temps de Tengel, alors que je n'étais qu'un enfant.
Éowyn apporte une coupe de vin au roi qui boit une gorgée, puis la présente aux invités. Une fois devant Aragorn, elle s'arrête et le regarde, les yeux brillants. En prenant la coupe, Aragorn effleure sa main et sentit qu'elle tremblait. Ils se saluent mutuellement. « Voyez, je pars, et il semble probable que ce sera ma dernière chevauchée, dit Théoden. Je n'ai pas d'enfant. Théodred, mon fils, a été tué. Je nomme pour héritier Éomer, mon fils sœur. Si aucun de nous ne revient, vous choisirez un nouveau seigneur comme vous l'entendrez. Mais il faut maintenant que je confie mon peuple, que je laisse derrière moi à quelqu'un qui gouvernera à ma place. Qui d'entre vous veut rester ?» Pas de réponse. Amma prend alors la parole. « Il y a Éowyn, fille d'Edmund, sa sœur. Elle est intrépide et a le cœur haut placé. Elle est aimée de tous. Qu'elle soit le seigneur des Erlingas pendant notre absence. » Elle accepte sa position et s'agenouille devant le roi alors que celui-ci lui tend une épée et un beau corselet. Le roi descend les escaliers, Gandalf à ses côtés. Éowyn se tient seule, devant les portes de la demeure. L'épée était dressée devant elle et ses mains reposant sur la poignée. Vêtue de mailles, elle brillait au soleil. Ils arrivent aux portes, où ils trouvent une grande armée qui accueille le roi avec clameur. Gimli et Éomer échangent quelques mots, le temps de mettre leur querelle de côté. Gandalf demande où est Gripal, et on répond qu'il court frénétiquement dans les plaines, ne se laissant monter par personne. Mais Gandalf siffle un coup, et le cheval déferle jusqu'à eux. Gandalf rejette son manteau gris et son chapeau, et saute sur son destrier. Ses vêtements blancs brillent de 1000 éclats au soleil. « Voyez le cavalier blanc !» cria Aragorn, et tous reprirent ces mots. « Notre roi est le cavalier blanc !» crièrent-ils. « En avant, Erlingas !» Et voilà. Fin de ce chapitre, le roi du château d'or. Et ils vont où? Alors en fait, ils vont à Lizerne actuellement, ou à Lisen, mais ils vont pas encore au gouffre de Helm. Mais tout bientôt. Ouais. Oh, c'est une station de ski à mi-chemin, ils vont faire quelques pistes. Mais en fait, là, ils partent en guerre. Ils ne partent pas se réfugier au Non. gouffre de Helm, ils partent en guerre pour aller Oui. à la rencontre des troupes Et ils vont de s'arrêter Saruman. au gouffre de Helm, mais Voilà, ils vont être c'est obligés ça, d'y c'est ça. combattre. Mais le but Oui, non, n'était mais pas c'est de battre au gouffre de Helm, en fait. Mais pour basiquement. ceux qui n'ont vu que les films, là, vous pouvez déjà vous dire, mais il y a un problème, je comprends pas, parce que dans les films, Éomer, il est pas là, et Gandalf va le chercher, Mhm. alors que là, il est là. Eh ben ouais, ben voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment cette création scénaristique et de tension qui est faite dans les films avec le retour d'Éomer sur la fin. Vous allez voir que c'est pas complètement pas tout à absent fait, du livre, mais c'est Mais pas tout à pas fait ça non Mais plus. c'est pas tout à fait En ça. fait, ils ont dû remettre sur une partie de l'histoire un visage connu Voilà. des spectateurs. Parce qu'en Bah, il fait, fallait aussi justifier le fait que Gandalf il n'allait pas arriver avec des cavaliers qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Il fallait qu'on ait cette figure, effectivement, ce Ouais. visage qu'on connaît. Et on savait que Éomer avait été banni plus tôt, etc. ouais, parce que vous allez voir qu'il va arriver, mais avec un certain seigneur, Erkenbrand, de son nom. Ouais, et d'ailleurs, il y a Qui, aussi d'autres parties du livre qui est un seigneur du vent. qui sont attribuées normalement à d'autres personnages, qui ont été attribués notamment à Aragorn, le fait Ouais. que c'est lui qui voit les troupes au loin, on le verra dans le prochain Oui, épisode, oui. Mhm. mais il voit l'ennemi. Oui, et puis il n'y a pas tout ce Alors truc que ça, c'est d'Aragorn un- qui tombe dans la gorge, Oui, c'est ça, voilà. qui va paraître mourir, ça n'existe Bah, pas. le ça. peuple du Rang qui va totalement se réfugier. En fait, il y en a une part. Le peuple du Rang va rester à Edoras. Et c'est Oui, Éowyn qui c'est va devoir ça. les protéger. C'est Éowyn qui les Ils ne gouverne. migrent pas tous vers le gouffre de Helm où ils se font attaquer par des wargs en chemin, pas du tout. Et c'est pas du tout que Éowyn doit doit accompagner le peuple du Rohan dans les grottes pour protéger les grands-mères et les enfants. Non, vraiment, Éowyn, elle devient la seigneur des Erlingas Ouais, pendant ouais, l'absence. Mais il y a quand même quelque chose moi, qui me choque l'intendant. à la lecture de ce chapitre. Enfin, par rapport au film et l'image que j'en avais, je suis quand même. Ça me fait bizarre qu'on n'ait même pas donné la parole à Éowyn dans ce chapitre-ci. Ouais. Bah, On l'a décrit, on dit ce qu'elle fait. Elle a des actions avec des personnages, mais ouais. c'est comme si elle était toute mutique comme ça, cette petite fille qui vient donner sa Mais coupe de vin. c'est- Je Pourtant, trouve ça on l'a- assez étonnant par rapport, enfin c'est contrasté par rapport à la responsabilité qu'il lui donne, la manière dont on la décrit, Ouais. où on dit qu'elle est ultra fiable, qu'elle est vaillante et tout ça.
Ouais, c'est vrai. C'est bizarre en fait. Je suis d'accord, mais moi ça me donne. Pourtant, la façon dont elle est écrite dans tout le chapitre me donne une espèce de. Bon, évidemment, il y a le passage où elle vient avec une coupe de vin et puis elle tremble un peu à la vue d'Aragorn, bon, parce que c'est un peu. Voilà, on va dire romantique, je sais pas, enfin en tout cas de son côté. Mais tout le reste, je trouve, elle va aider Théoden à se relever, et puis elle accepte d'être l'intendante, elle le prend directement, elle est pas du tout dans la... Et moi, toute cette image de fin, enfin, moi elle me paraît... On l'a décrit comme très belle derrière Théoden au début, à la fin on l'a décrit comme brillante avec son épée, image assez finalement assez forte. Mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Mais pourtant, moi, rien à faire. Moi, je la vois à la fin devant Edoras en mode avec son épée, un aume. Enfin, elle a un corselet métallique et elle brille. Elle a une armure. C'est ça elle a une armure, ouais, c'est ça. Parce qu'on a l'image, enfin, on a le souvenir d'Éowyn qui veut convaincre les hommes qu'elle peut avoir une arme. En fait, là, on lui donne une armure, une arme. On lui dit maintenant tu es seigneur. Bon, après, on lui dit pas. Effectivement, on lui dit pas de venir à la guerre. Mais non, de toute façon, on va pas refaire Tolkien, hein. Voilà, c'est un homme de son époque, c'est vrai, mais après pour son arc, le fait qu'elle ne parle pas pour l'instant, ça peut aussi avoir un sens, puisqu'elle va au fur et à mesure s'affirmer, avoir un rôle de plus en plus important. Oui, moi je trouvais ça juste, voilà, ça m'a marqué. Si je me disais, c'est marrant qu'elle ait même pas une réplique, tu vois, un salut ou une phrase à son oncle qui soit gardée. Après, peut-être que toi tu l'as supprimé de ton résumé, hein, FX, mais... C'est ce que j'allais dire, peut-être qu'il y a une ou deux phrases où elle dit qu'elle accepte, hein, mais toi, ça reste vraiment minime. Ouais. Je me serais attendu à ce qu'elle ait un peu plus de paroles, en fait. Voilà. Ouais, mais il y a quand même cette rencontre avec Aragorn, là, magnifiquement décrite. C'est cet amour chevaleresque, peut-être, qui est en train de naître. Mais donc voilà, la semaine prochaine, eh bien, nous nous retrouverons pour le gouffre... à la guerre. Pour cette fameuse bataille que vous allez voir est aussi, voilà, pas tout à fait comme vous pouvez la connaître si vous n'avez jamais lu les livres. Et on va découvrir des nouveaux seigneurs, parce que voilà, il faut savoir, pour que vous ayez une idée très claire de ce qui se passe pour l'instant, plus précise en résumé, c'est que vraiment, le Rohan est envahi par à peu près le nord-ouest. Saruman a déjà pris une bonne partie des territoires. Vous allez voir, on va découvrir des nouveaux seigneurs, Erkenbrand, je l'ai déjà évoqué, qui vont être un peu portés disparus parce qu'ils sont partis à la défense de ces frontières-là, mais ils vont se faire un peu massacrer par les Isangardiens. Et ils vont donc se retrouver repliés dans ce gouffre de Helm pour une bataille pour le moins épique et importante. Déjà, en fait, dans l'histoire, ça me paraît tôt, mais c'est déjà là. Ça va très vite. Beaucoup moins d'hésitation. Mais ça va plus vite aussi quand on fait pas des allers-retours sans cesse avec Merry et Pippin ou Frodon et Sam comme dans le film. Là, on peut vraiment laisser dérouler et effectivement, ça va vite. Et par rapport à tous ces militaires un peu parsemés un peu partout, qui pensent toujours que Théoden est un vieillard rabougri. Et d'ailleurs, on le verra plus tard, mais c'est... disons que les capitaines ou les soldats se sont en fait un peu remis sur Éomer comme figure bien sûr. Qui va devenir le roi après d'ailleurs. Qui va d'ailleurs, en effet. Mais du coup, pour le moment, les gens ont plutôt tendance à demander une audience avec Éomer plutôt qu'espérer pouvoir en avoir une avec le roi. Mais ça, on verra semaine prochaine. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai passé un très bon moment. On aura beaucoup appris, en tout cas, sur ce peuple. Il y en a qui attendaient depuis longtemps de découvrir enfin ce peuple chevaleresque et cavalier. Le pays des chevaux. C'est donc chose faite. Retenez bien Eorl et Helm et Théoden et vous pourrez vous la péter en soirée. Et donc... on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez toujours pas à noter notre épisode. Encore un grand merci à tous nos tipeurs. Et puis voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Suivez-nous sur les réseaux, envoyez-nous des messages, des questions, hein, vous le faites souvent. La plupart du temps, on vous répond directement par message. Parfois, il y a certaines questions, on se dit tiens, c'est intéressant de les mettre dans l'émission et d'en discuter à haute voix entre nous. Donc n'hésitez vraiment pas si vous voulez qu'on aborde certains sujets, nous entendre en débattre ou nous questionner sur des choses que vous avez envie de nous entendre parler dessus. Envoyez-nous ça par email, Instagram ou Facebook. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. Une bonne soirée aussi. Une bonne matinée. Une bonne matinée pour demain matin. Et une très belle semaine. Parfait ça. À la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.